Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Agicap, Tabesto et Tacos Avenue. Bonjour, donc je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, c'est parfait. On va attendre 2 petites secondes le temps que tout le monde arrive. Bonjour Laurent. Bonjour. Ok, donc voilà la problématique du jour, donc comment augmenter la rentabilité de votre restaurant avec des outils digitaux. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'on va rentrer un petit peu dans le concret et dans tout ce que le digital peut vous apporter. Alors, donc on va commencer déjà. S'il y a le moindre problème de son ou problème d'image, n'hésitez pas à le faire remonter dans le chat. Si ça marche pas très bien de votre côté, je vous invite à rafraîchir la page en premier, et si ça persiste, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Alors comme d'habitude, les informations relatives au webinaire, premier point, donc évidemment tout le webinaire est enregistré, vous allez recevoir le replay par mail et la documentation utilisée. Deuxième chose, pour les interactions qu'on peut avoir, je vous invite à utiliser le chat pour rebondir par rapport à ce qui s'est dit et utiliser la colonne questions pour, si possible, si vous avez des questions, qu'on les traite dans la partie questions qui viendra à la fin du webinaire. Voilà, bonjour Omar. Alors au programme, donc comme je disais, on va être vraiment sur la partie digitalisation. On va parler bien entendu gestion de flux de trésorerie, comment la maîtrise des différents flux que vous pouvez avoir vont vous aider à appuyer la croissance de votre établissement. Deuxième point, on va voir aussi comment optimiser vos marges et comment la force de la digitalisation de son établissement va vous aider à augmenter le revenu avec quelques tips les plus concrets possibles. Et bien entendu, une partie échange, on échangera tous les trois avec vous pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet. Alors très rapidement, donc je suis Frédéric Bernard, je suis Product Marketing Manager chez Agicap. Mamoun, je te laisse te présenter et idem Mohamed dans la foulée. Moi, c'est Mamoun Scali, je dirige les opérations commerciales chez Tabesto. Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Souali, je suis le fondateur d'une enseigne de restauration rapide du nom de Tacos Avenue. Donc voilà, enchanté. Enchanté, merci à tous en tout cas, merci à tous d'être là et merci à tous les deux de nous accompagner aujourd'hui. Alors, pour contextualiser un petit peu aussi ce webinaire, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, donc Agicap, déjà premièrement, qu'est-ce que c'est? Agicap, en fait, c'est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. En fait, nous, on aide aujourd'hui plus de 2500 entrepreneurs, dirigeants, DAF, restaurateurs à automatiser leur gestion de trésorerie plutôt que de la faire sur un fichier Excel. Voilà, donc on a une offre qui se découpe en 3 axes. Le premier, ça va être le suivi de trésorerie, donc avec une synchronisation bancaire, tout ce qui va être temps réel, en fait, faire remonter directement l'information dans votre compte Agicap. Petite pause, je vois Gwenaëlle, elle ne doit pas m'entendre, mais je vais bien de rafraîchir la page. Deuxième point, la dimension prévisionnelle, en fait, avec Agicap, qui va vous permettre de fixer vos objectifs, faire des scénarios d'impact pour en fait prévisualiser l'impact que peut avoir chaque décision sur votre trésorerie, et bien entendu une dimension reporting et collaboration pour pouvoir échanger autour du cash avec vos collègues. Mamoun, je te laisse parler un petit peu de Tabesto, ce que vous faites. Tout à fait. Tabesto, c'est une société qui a 3 ans et qui s'est spécialisée dans la prise de commande dans les restaurants. Il y a 2 produits. Il y a un premier produit qui fait des menus mobiles, c'est-à-dire que c'est un menu qui est tactile, en fait, plutôt pour la restauration en table, où du coup les clients peuvent prendre leur commande directement à table et les envoyer en production dans la cuisine. C'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années et on a pivoté l'année dernière à la demande du marché de la restauration sur un module un peu différent de la borne de commande. On a intégré, en fait, on a pris la même solution, on a intégré un TPE et une imprimante et ça nous a fait des mini bornes de commande. Aujourd'hui, on propose des mini bornes de commande et maintenant c'est des grandes bornes de commande qu'on peut voir sur la photo. Notre solution elle est assez simple, elle a pour ambition de faciliter la prise de commande, de suggérer, faire des suggestions personnalisées que la personne en caisse
ne pourraient pas forcément faire, de rendre une expérience un peu plus dynamique et plus visuelle pour que les restaurateurs qui travaillent avec nous se démarquent un peu. Ensuite, il y a surtout sur les phénomènes d'accordéon qu'on peut trouver dans la restauration rapide sur les prises de commandes, on essaie de les diminuer, notamment parce que du coup, la borne elle arrive à absorber plus de commandes. Et voilà, après, effectivement, notre grande force, c'est d'augmenter le panier moyen. Ce que je peux vous dire, du coup, Mohamed, je pense que c'est quelque chose on travaille ensemble, surtout sur, ce qui est intéressant dans notre solution, c'est surtout sur la rapidité des commandes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors je voulais partager mon expérience à ce sujet. Alors, il y a plusieurs points positifs chez Tabesto, hein, parce qu'on a déjà une rapidité, un gain de productivité et surtout une rapidité en termes de prise de commande, parce qu'à l'époque, on avait, admettons, 3 caissiers sur un service, et c'est vrai que certains clients pouvaient attendre parfois plus de 10 minutes avant de passer en caisse et de prendre leur commande. Aujourd'hui, on a voulu déjà avant tout augmenter la satisfaction client et leur faire gagner du temps entre midi et 2. C'est vrai que grâce à ce système, déjà, on a un gros gain de temps. Donc, on a mis un peu moins de caissiers, c'est 1 ou 2 caissiers par service, parfois 1, pour pouvoir ensuite gagner en productivité en cuisine. Donc, le but, c'est pas de licencier du salarié ou de supprimer du salarié, c'est de gagner en productivité et d'avoir une meilleure rentabilité possible sur un rush. Donc voilà, ça a été le premier point positif. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est quand il y a du monde en file d'attente, on n'a pas forcément vocation à pouvoir proposer des produits additionnels, notamment des cafés ou des desserts. On n'a qu'une envie, c'est de prendre la commande pour que le client puisse commander. Et parfois, l'accueil peut être malheureusement un peu plus bâclé que d'habitude. Donc, le fait d'avoir des bornes, on peut proposer d'autres suggestions de produits, notamment des desserts, des cafés ou des suppléments. Ce qui fait augmenter le ticket moyen. Et puis la dernière chose, c'est du coup, nous, on travaille avec un système centralisé, c'est-à-dire que nous, on est intégré dans plusieurs caisses. Et Mohamed travaille avec un logiciel de caisse dans lequel on est intégré. Et ce qui rend le produit assez puissant, c'est effectivement d'être intégré directement dans cette solution de caisse pour pas retaper les commandes tous les jours, pour avoir tout au même endroit, que ce soit les commandes ou les statistiques. Donc voilà, un système centralisé. Exactement. Et on peut surtout payer avec une carte ticket resto. Un système démocratise énormément, hein, parce qu'à l'époque, c'était en papier et aussi en carte bleue, quoi. Donc ça, c'est un bel avantage et un gain de temps. Ok, top. Bon, merci en tout cas pour toutes ces précisions. J'imagine que c'est assez clair pour tout le monde. Voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à faire remonter les remarques sur le chat et les questions dans la colonne questions. Alors, rapidement pour finalement introduire un peu ce webinaire, on va parler beaucoup de digitalisation. Vous vous en doutez bien, on est deux offres numériques. Donc là, pas besoin de devoir faire tout un topo sur la gravité de la crise du Covid, on en a assez entendu parler. Ce qui est sûr, c'est que finalement, en fait, à travers cette digitalisation, vous allez apporter de la rigueur, vous allez apporter du tracking, de l'information sur les performances de votre restaurant. Et finalement, c'est quelque chose que parfois on a tendance à oublier quand on se fait un petit peu embarqué dans l'opérationnel, alors que finalement, si vous avez pour ambition d'ouvrir un ou plusieurs établissements potentiellement, il faut pas oublier que sans aucune rigueur financière et évidemment méthode et autres outils pour appuyer un petit peu votre force commerciale, ça va être un petit peu difficile de s'appuyer sur une croissance assez forte. Donc voilà, nous, on va rentrer un petit peu dans le détail aujourd'hui, comment finalement piloter votre croissance, comment augmenter la rentabilité d'un établissement grâce à la digitalisation, donc que ce soit côté gestion de trésorerie ou bien gestion de caisse et prise de commande dans un restaurant. Premier point, la trésorerie. Donc ça, on va apporter un petit peu d'expertise côté Agicap. Du coup, dans ce sens-là, en fait, on a fait pas mal de webinaires, si vous avez suivi un petit peu les 2-3 derniers mois. En fait, on a tout centralisé dans notre centre de ressources. Donc, on vous invite bien entendu à aller jeter un œil à notre centre de ressources. Là, on traite un sujet bien particulier sur la digitalisation. On a aussi eu d'autres webinaires sur des thèmes
d'autres thèmes plus précis sur le click and collect, sur le financement, la modélisation, etc. etc. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez aller rentrer dans le détail sur d'autres sujets. Alors, je vous ai prévu un petit plan d'action pour le mois à venir. Avant de rentrer dans ce plan d'action, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur un GCAP pour illustrer un petit peu mes propos. Voilà, alors déjà bienvenue sur Agicap. On va pas faire une démo produit, je vais juste me servir d'Agicap pour illustrer mes conseils. Donc juste pour vous mettre un petit peu, vous expliquer comment ça fonctionne. Ici vous avez le dashboard de suivi en fait, avec ici la trésorerie disponible, donc qui remonte directement de votre ou vos comptes bancaires pour savoir combien vous avez de cash. On va beaucoup parler cash, hein, on est très orienté sur ce type de management. Là, en fait, vous allez avoir en bleu votre courbe de trésorerie, en vert les encaissements, en rouge les écaissements. La temporalité, elle sera là. Donc là, vous avez les engagés, le passé, le mois présent et les mois à venir pour finalement donc voir ce qui se passe aujourd'hui et être capable d'analyser le cash disponible et ce que vous aurez dans les mois à venir en fonction de vos objectifs et bien entendu des factures engagées. Voilà, et en dessous, on va voir tous les différents encaissements et décaissements par catégorie. Alors déjà, première chose, pour vous appuyer, on va dire, sur une gestion de trésorerie la plus saine possible, si vous avez un établissement ou plusieurs établissements, j'imagine que soit vous faites ça sur Agicap, soit vous faites ça sur un fichier Excel. Donc là, les techniques que je vais vous donner, c'est applicable dans les deux cas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Première chose déjà, donc bon, ça va être sans être trop moralisateur, il faut de la rigueur dans votre pilotage de trésorerie, c'est-à-dire que si vous saisissez les données trop rapidement, etc., vous allez vous baser sur des données fausses. Et en fait, du moment où la fiabilité des données est remise en question, l'intérêt de l'opération est assez faible. Voilà, donc que ce soit dans la saisie des données la plus rigoureuse possible et l'actualisation des données, c'est-à-dire qu'il va falloir être toujours le plus proche de la réalité, de ce qui se passe en temps réel. Donc évidemment, à travers un GCAP, c'est automatisé parce qu'on va aller chercher l'information directement sur votre compte bancaire. Si vous faites ça sur Excel, faites cette mise à jour de manière hebdomadaire au minimum pour être le plus proche de la réalité possible. Donc la fiabilité des données, vous l'avez compris, c'est l'enjeu numéro 1. Vous pouvez pas piloter une trésorerie, c'est ce que vous lisez s'écarte potentiellement beaucoup de la réalité. Premier point, donc, il faut absolument maîtriser toutes vos strates de coûts et tous vos flux de trésorerie. C'est là où on va vous demander d'être aussi le plus exigeant possible. Plus vous connaissez les différents flux qui créent en fait la gestion financière de votre restaurant, mieux vous pourrez piloter et anticiper la trésorerie à venir. Donc en fait, déjà dans un premier temps, je vais vous inviter à lister toutes vos dépenses, donc tous vos encaissements et tous vos décaissements, et les catégoriser. Donc là, par exemple, l'encaissement, nous, on va avoir tout ce qui est recettes d'exploitation en salle et tout ce qui va être livraison. Et rien que ça va permettre en fait d'identifier un petit peu les canaux que vous pouvez avoir et donc à travers les différents logiciels de caisse que vous pouvez avoir et identifier en fait vraiment qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent ou pas. Donc ça, c'est une chose avec les encaissements. Vous pouvez appliquer la même chose avec les décaissements. Donc ça, c'est très très important, que ce soit sur les fournisseurs, quel type de fournisseur vous avez, que ce soit sur le marketing, quels investissements vous avez fait, etc. Bref, je vous invite à découper, sous-découper toutes vos catégories pour finalement avoir une vision la plus analytique possible. Donc évidemment sur une temporalité assez large de vos coûts. Et en fait, à travers cette découpe extra fine, ça va vous permettre en fait d'isoler un petit peu les gros postes de dépenses, de bien entendu remettre en question leur utilité. Est-ce qu'on peut réduire un petit peu ce coût-là? Par exemple, on va avoir un loyer extrêmement élevé, est-ce qu'on peut renégocier? Ou alors les fournisseurs, est-ce qu'on peut voir pour baisser un petit peu la note, voir avec des délais de paiement, etc., etc. Donc, ce qui va être très intéressant dans cette découpe des coûts, ça va être d'identifier vraiment toutes les strates qui vont vous permettre de faire des économies. Donc ça, c'est un premier point déjà pour réduire les coûts. Et dans un autre sens, avec les décaissements, ce que je disais tout à l'heure, ça va vous permettre en fait d'identifier des sources de revenus prioritaires, là où vous allez peut-être investir un petit peu plus d'argent avec le marketing. Voilà, donc rien que dans cette analyse-là, vous allez pouvoir piloter votre établissement. Si vous en avez plusieurs, peut-être que ça s'applique de manière générale, ou peut-être que vous allez avoir des différences d'un établissement à l'autre. Donc voilà, découpez ça de la manière la plus précise possible.
Deuxièmement, le fait de connaître, donc ce que je disais en premier, la structure des coûts, la structure des revenus, c'est extrêmement important pour mesurer la santé financière de votre restaurant. Si vous gérez ça sur un bout de papier un petit peu à l'arrache, vous pouvez penser que ça va bien sur finalement un ressenti, mais qui peut s'avérer être faux parce que vous avez des charges très très lourdes que vous sous-estimez. Et en fait, à la fin du mois, vous n'êtes pas du tout raccord avec ce que vous devriez faire et vous risquez de vous en rendre compte trop tard quand le cash s'est envolé. Voilà, donc c'est très très important de savoir ce qui est exactement en temps réel sur votre compte bancaire et surtout comment ça en est arrivé là. Ensuite, un autre point extrêmement important, là on parle vraiment de trésorerie en temps réel, les projections. Ça c'est quelque chose qu'on sous-estime, la force de la projection. Comment mesurer l'impact d'une décision, comment être capable de se rendre compte, de dire ok là je vais embaucher dans 3 mois, qu'est-ce que ça veut dire en termes de trésorerie, est-ce que je peux me le permettre, est-ce que je ne peux pas me le permettre. Donc en fait, nous on va vous inviter à faire un maximum de scénarios. Donc si vous avez un fichier Excel, vous pouvez dupliquer et tout simplement aller refaire ce scénario sur un autre onglet. Après, nous, avec Agicap, on a une petite fonctionnalité pour ça. Là, je vais faire quelque chose de très simple. Un financement, qu'est-ce que ça va donner sur votre trésorerie si, là, moi, je vais avoir un financement qui arrive. Donc, hop, un nouvel emprunt au mois de septembre. On va y mettre 40K qui tombe au mois de septembre. Ok, donc bien entendu, il y a une grosse amélioration dans ma courbe de trésorerie et je vois que je suis à l'abri pour pas mal 2 mois. Donc bien entendu, ce qu'on va éviter, c'est un point bas de trésorerie. Et le fait de faire ces scénarios-là, donc là je le fais dans le bon sens avec un revenu, on peut faire exactement la même chose avec de l'embauche par exemple. Donc là j'ai pris un PGE, mes salaires au mois de septembre ils vont doubler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, je sais pas, je double les effectifs sur ce restaurant-là parce que finalement l'ouverture est bonne. Ok, même avec le PGE, on voit que la courbe de trésorerie descend. Donc il faut absolument que je prévoie d'augmenter le revenu. Bref, la partie scénario, la partie projection, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez absolument mesurer l'impact d'une décision avant de la prendre, éviter de prendre des décisions au doigt mouillé. Voilà, être capable, en maîtrisant tous vos flux, de dire ok, c'est une bonne décision à prendre, c'est une décision, je suis un peu mitigé dessus, ou est-ce que c'est une mauvaise idée finalement, ça va pas se passer comme prévu. Voilà, donc ça c'est vraiment 3 gros points que je vous invite à prendre en compte vraiment pour finalement améliorer votre gestion de trésorerie. Et si vous avez un ou plusieurs établissements, plus vous en avez, plus ça va être important de maîtriser en fait cette projection et tous ces flux qui peuvent passer par votre restaurant. Alors, je reviens sur mon plan d'action. Voilà, donc en fait, très simplement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre gestion de trésorerie si vous sentez que vous n'êtes pas spécialement rigoureux aujourd'hui à ce niveau-là? Première chose, donc créer un plan de trésorerie, vous verrez, il sera téléchargeable, je vous le mettrai dans le mail de récap avec le replay. Deuxième point, donc créer vos catégories et sous-catégories, ça c'est extrêmement important, la manière de laquelle vous allez découper vos revenus et vos décaissements. C'est ça qui va vous permettre en fait de rentrer dans le détail. Donc pensez bien à faire des catégories mères et des sous-catégories pour être capable de piloter le plus finement possible tous les flux. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est cette connaissance qui apportera la maîtrise de la croissance. Ensuite, troisième point, donc bien entendu, c'est ici les données des 3 derniers mois pour avoir un petit peu de visualiser en fait ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois et pouvoir comparer le réel et vos objectifs. Donc, bien entendu, créer un dashboard pour que ça soit le plus visionnable, le plus agréable à lire possible, comme ce que je vous ai montré sur Agicap juste avant. Fixer des objectifs d'encaissement et de décaissement. On se dit toujours qu'on se fixe des objectifs de vente, mais vous pouvez aussi vous fixer des objectifs de coût. Finalement, en fait, être capable de projeter, de dire ok, si on veut augmenter l'activité, il va falloir que notre fournisseur, ça représente tant dans toute la part des coûts, etc. Donc pensez bien à avoir des objectifs côté vente, mais aussi côté coût. Je parlais de rigueur dans la saisie. Je vous conseille de le faire de manière hebdomadaire au moins, dans le sens où si vous faites ça mensuellement, vous avez un comptable qui peut vous le faire et puis ça sera trop tard en fait. Ça sera trop tard parce qu'en fait chaque mois vous allez vous rendre compte après coup des erreurs que vous êtes en train de faire. Donc plus vous êtes régulier dans le suivi, mieux ce sera. Et bien entendu chaque semaine
analyser en détail, j'insiste bien là-dessus, donc à travers en fait vos catégories, sous-catégories, votre structure de revenus et votre structure de coûts. Et dernier point, la projection avant chaque décision qui peut avoir un impact conséquent sur le revenu et ou les coûts. Donc là, je parle supérieur à 10K, mais après, ça va dépendre des cas si vous avez un ou plusieurs établissements, de la valeur de cet établissement, etc. Donc vraiment, projetez-vous. J'insiste vraiment sur ce point-là. Ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, en fait, sur les mois à venir. Par exemple, vous dire, ok, il y a une deuxième vague, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec mes établissements? Est-ce que je dois anticiper des coûts pour le click and collect? Est-ce que je dois anticiper des frais marketing sur tel canal parce que c'est ça qui me rapporte aujourd'hui plus de marge, etc. Donc voilà, ayez une vision la plus analytique de votre trésorerie en temps réel, ça vous évitera de faire des erreurs et finalement de vous retrouver à la fin du mois avec un solde bancaire farfelu, voire négatif. Donc voilà, on vous invite à maîtriser tous ces flux pour appuyer votre croissance. Je vais passer la main à Mamoun. Juste avant, j'aimerais juste poser une petite question à Mohamed. Oui. Ta gestion de trésorerie, donc juste de ton côté, toi qui pilote soit sur un établissement, soit sur plusieurs établissements, concrètement, comment tu t'es organisé? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à travailler sur le passé avec notre comptable. Hein. Parfois, dans le pire des cas, on a un bilan. Au mieux, on a une situation et nous, on a des tableaux de bord trimestriels, voire mensuels. Ça dépend des sites et des restaurants et ça dépend aussi des cabinets comptables. Mais à chaque fois, on travaille sur le passé. C'est-à-dire que c'est trop tard pour réagir parce qu'on a déjà fait certains choix, par exemple, pour embaucher du personnel ou des erreurs sur les ratios. Tu n'en as pas parlé aussi, Frédéric, mais en gros, le logiciel est aussi capable de donner des ratios. Nous, dans la restauration, parce que là, je vois que c'est dédié à la rentabilité d'un restaurant, on a deux ratios qui sont vachement importants et qui sont variables. C'est la masse salariale et le food cost, donc le coût des achats en matières premières. Et c'est vrai que c'est des ratios qu'on doit tenir chaque mois et surtout identifier très rapidement pour pouvoir réagir sur les fiches recettes ou alors sur la gestion des équipes en cuisine. Moi, grâce à cet outil, en fait, Agicap m'a permis déjà d'avoir une visibilité très régulière sur les entrées et les sorties, contrairement à un relevé de banque où on voit un plus, un moins, etc. J'ai pu voir aussi qu'il y a des TPE, par exemple, que je payais, que je louais, mais que je n'avais plus, parce qu'on ne fait pas attention, on ne regarde pas notre relevé de compte tous les jours. Et j'ai surtout pu agir sur le futur et me dire, bah, dans 2 mois, 3 mois, j'en serai là. Tandis qu'avec un comptable, on ne va pas refaire un prévisionnel chaque année. Le prévisionnel, on le fait quand on veut créer sa société. Et surtout, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire votre propre prévisionnel avant d'embaucher une personne ou de prendre des choix en termes de travaux ou de racheter du matériel ou d'acheter je sais pas, ça peut être un véhicule de fonction ou de livraison. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup chez Agicap, et c'est un système qu'on ne peut pas retrouver chez un comptable. Le comptable va nous dire, voilà, tu as fait tant de masse salariale, tant de marge sur les 6 premiers mois ou sur le trimestre ou sur le mois, mais c'est déjà trop tard. Le pire, c'est quand on attend un an pour avoir un bilan. Mais grâce à Agicap, on peut déjà réagir à la semaine, au mois ou voilà, enfin, ou toutes les 2 semaines. Ça dépend après du temps que vous voulez consacrer à suivi de vos ratios. Mais moi, j'encourage aussi de suivre les ratios à la semaine. C'est beaucoup plus important. Et on sait où on va, quoi. Yes, complètement. En effet, tu fais bien le souligner, c'est un gros point. Je l'avais pas intégré dans cette gestion là, mais en tout cas, voilà, l'importance, comme tu dis, c'est de savoir où on en est, d'être capable de voir la performance. Voilà, en tout cas, je sais pas toi si tu utilises aussi le suivi en temps réel. Enfin, comment tu t'organises, par exemple avec un établissement, plusieurs établissements? Est-ce que tu fais établissement par établissement? Tu fais un petit peu en consolidé? Alors moi, je fais établissement par établissement. Je préfère le faire comme ça, au moins, bah, on n'a jamais les mêmes ratios. Et en fait, grâce à cet outil aussi, je peux faire une extraction comptable, c'est-à-dire chaque mois, et dans laquelle je vais avoir des frais, par exemple, qu'on va payer tous les trimestres ou tous les semestres. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une facture mensuelle. On peut parler de masse salariale, par exemple. Voilà, il y a la mutuelle, il y a l'URSSAF, il y a beaucoup de frais annexes au coût des salaires nets. Et c'est vrai que cet outil permet de catégoriser directement dans la partie masse salariale tout ce qui est frais mutuels, tout ce qui va être salaire, tout ce qui va être aussi peut-être des paniers repas
ou d'autres frais qu'on n'a pas forcément l'occasion de payer régulièrement. Mais moi, je regarde tous les matins l'outil, je passe 10 minutes dessus, je peux voir ce qui est entré, ce qui est sorti. J'analyse un peu aussi les courbes et puis je remets à jour souvent mes objectifs grâce au passé. C'est-à-dire qu'en fait, je me base sur les 3-4 derniers mois et je me dis, bon, ben, par exemple, l'électricité, ça peut être variable d'un site à un autre. Il y a des mois, on va payer 1 800 € d'électricité, des mois, on va payer 1 300. Pendant le Covid, on payait beaucoup moins cher l'électricité. J'ai pu un peu réajuster certaines charges que je n'aurais pas pu prévoir. Et ça aide aussi mon comptable. Et ce que je fais, c'est que les directeurs de site, je suis totalement transparent avec eux et je leur sors tout ce qu'il a payé dans le resto parce qu'on a tendance à confondre malheureusement le chiffre d'affaires, la trésorerie et le résultat. Mais cet outil permet aussi de voir vraiment les entrées et les sorties. Donc, comme je dis souvent, il y a du vert, il y a du rouge. S'il y a plus de rouge que de vert, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et là, on peut agir rapidement. Peut-être arrêter un abonnement Canal+ qui sert à rien parce qu'on l'utilise plus. Peut-être arrêter de louer un TPE qu'on n'a plus dans sa possession. Et j'ai fait quand même pas mal d'économies grâce à ça parce que je me suis aperçu qu'on payait certaines fois certaines prestations au niveau mensuel qui ne servaient pas à grand-chose. Donc, voilà, quoi. Ok, parfait. C'est exactement ça, de la visibilité sur les coûts et il faut la maîtriser. Je vois une question de Robert donc sur les logiciels qui sont utilisés pour le gain de temps au niveau des commandes. Donc ça, on va y venir dans 1 minute. Et il y a une question de Omar. Est-ce que vos franchisés utilisent aussi Agicap? Oui, une partie. Donc nous, on a suggéré Agicap aux franchisés du réseau Tacos Avenue. Certains l'ont pris directement parce qu'ils travaillaient habituellement sur Excel. Certains ressaisisaient tous sur Excel. Donc là, il y a eu un gain de temps. Et puis, une bonne partie, oui, l'utilisent. Certains l'ont vu, vont peut-être le prendre plus tard. Certains, étaient peut-être pas forcément intéressés, n'ont peut-être pas vu l'intérêt direct de la solution. Nous, à Agicap, on l'a conseillé au tout début du Covid, il me semble, Fred. Je pense que vous avez un gros exactement. boom parce qu'on était tous effrayés, on rentrait plus d'argent, mais on en sortait beaucoup et on voulait savoir ce qui allait se passer, quoi. Et malheureusement, c'est quand le business va mal qu'on commence à se concentrer sur les entrées et les sorties de manière plus régulière, ou alors qu'avant, on le faisait quand on sortait les situations. Parce que sur les tableaux de bord, nous, on n'a que la masse salariale et la marge. On n'a pas toutes les charges mensuelles, quoi. Donc, c'est assez complexe. Deuxième chose aussi, après, je rendrai la parole. Les franchisés qui ont souhaité mettre Agicap en place étaient déjà intéressés par ce genre de solution et c'était déjà mon cas aussi parce qu'il y a un peu plus d'1 an, cette solution m'intéressait énormément pour pouvoir proposer un outil digital pour améliorer justement la rentabilité des franchisés et pour qu'ils puissent avoir conscience tout simplement de si je catégorise par exemple mes achats fournisseurs dans fournisseurs, je sais que sur le mois de juillet, j'en ai eu pour, je donne un exemple tout bête, 15 000 € d'achats fournisseurs et j'ai fait 45 000 de chiffres. Le franchisé n'a limite pas besoin de son comptable ou de demander un tableau de bord à son comptable, sachant que les comptables envoient les tableaux de bord souvent 1 mois et demi ou 2 mois après la clôture. Alors que là, lui, tout seul, à la fin du mois, va pouvoir, grâce à cet outil, gagner énormément de temps et de dire tous mes fournisseurs alimentaires par rapport à mon chiffre, c'est un produit en croix, je suis à tant de coûts matière, quoi. Et là, il peut savoir s'il est dans l'objectif cible ou pas. Et je vous invite aussi à avoir ce genre de calcul de manière régulière parce que sinon, on ne peut pas augmenter la rentabilité et c'est à la fin de l'année qu'on s'aperçoit que notre marge, elle n'est pas forcément en cohésion avec nos fiches recettes. Et là, c'est souvent malheureusement trop tard parce qu'on a perdu une année, alors qu'avec un outil de ce type, on peut rapidement, sans avoir besoin de comptable, identifier nos clés de performance, les ratios, les KPIs ou autres. Et aussi, on parle des charges fixes, mais il y a aussi les charges fixes. Il n'y a pas que la masse salariale et la marge. Il y a aussi les charges fixes qui représentent quand même un sacré budget dans un établissement, quoi. Yes, complètement. Top. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce retour complet et précis. Mamoun, je te laisse prendre la suite. Ouais. Y a pas mal de freins. Alors moi, ça fait à peu près 7 ans maintenant que je suis dans on va dire, on appelle ça vulgairement la food tech, mais on va dire que ça fait 7 ans que je bats le pavé
à Paris et en province en rencontrant, en discutant avec des restaurateurs. Pas mal d'appréhension, surtout depuis au moins 7 ans, quoi, sur l'utilisation d'outils digitaux. Ils sont nombreux. C'est effectivement la peur, surtout en France, hein, de déshumaniser l'activité de restaurateur. Il y a un gros frein, comme d'habitude, sur les coûts. On va dire que une grosse partie, soit les acteurs digitaux prennent des commissions ou des abonnements en SaaS, comme nous, comme Agicap, etc. Donc, c'est souvent des appréhensions autour du prix. Il y a aussi des appréhensions autour de la physionomie du restaurant, de la stratégie, de comment on veut parler à nos clients. Donc, tout à l'heure, je parlais d'expérience avec les bornes, mais effectivement, c'est dur de changer la vision d'un restaurateur sur son propre restaurant. Donc, je veux dire, je voulais faire quelque chose de très simple et finalement, je me retrouve avec des outils digitaux partout. Donc, c'est pas facile, en fait, de changer d'idée comme ça. Et puis, effectivement, après, il y a une appétence sur les outils digitaux qui est différente selon le restaurateur. Je sais qu'il y a Jean-Marie Cavalier de Pizza Hut qui nous écoute, donc lui, il a une grosse appétence sur les outils techno. Donc, c'est très facile de le convaincre. Mohamed, il fait partie aussi de ces gens-là, mais il reste 98 autres % de restaurateurs. Peut-être qu'ils sont là, ils réfléchissent à le faire, qui sont beaucoup plus sceptiques et qui ont une appétence beaucoup moins pour les outils digitaux. Donc voilà, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a vous avez identifié toutes ces appréhensions, on se dit, bon, ben voilà, tant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup, moi, effectivement, je parlais des bornes, mais c'est parce que c'est ma société, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles pour optimiser ses marges et augmenter son revenu. La première chose, alors je ne vais pas vous refaire la sauce sur les réseaux sociaux parce que je vais rien vous apprendre, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, 81% des restaurateurs que j'ai rencontrés n'ont pas le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux, ce qui est aujourd'hui une grosse erreur. Parce qu'on voit ça comme une source de dépenses avec qu'une source de dépenses, alors qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. Hier, c'était quasiment obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais pas n'importe comment en plus. Donc, moi, je vous invite à travailler avec soit des freelances qui peuvent s'occuper de votre page si vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas le temps, il y a des agences en com qui le font très bien, qui ne sont pas si chères que ça. Il y a des agences qui sont spécialisées que dans la restauration. Je pense à une société comme Emblème, sans faire de publicité, qui fait que de la restauration, qui le fait très bien et qui ont tout de suite des résultats. Mais effectivement, si aujourd'hui vous vous dites que d'abord le produit et ensuite les réseaux, c'est peut-être une erreur. Et moi, j'ai vu beaucoup de très bons restaurants fermés parce que du coup, ils faisaient pas d'efforts enfin, pas que ça, hein, pas que sur j'ai vu beaucoup de bons restaurants qui méritaient pas de fermer, mais parce que du coup, voilà, ils avaient une très faible présence sur les réseaux. Et je connais des restaurants beaucoup moins sympas qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement inventifs, extrêmement créatifs, qui du coup survivent largement avec des produits qui sont peut-être inférieurs, mais qui se démarquent comme ça. Et, le deuxième point que je vois, c'est l'effort à faire pour fidéliser ses clients. Aujourd'hui, si vous êtes dans une démarche, hein, si vous ne pensez pas comment faire revenir vos clients, je pense que c'est surtout si, je ne sais pas si vous nous entendez de Paris ou de province, mais surtout à Paris où la guerre de restaurants est extrêmement rude, extrêmement élevée. Je pense que c'est important de chaque client qui vient dans votre restaurant, imaginez en fait le fait de le refaire venir. Donc il y a de manière assez classique, comme vous pouvez trouver chez Sephora, etc., des cartes où du coup vous scannez, etc. Ça pour moi c'est fini. Aujourd'hui vous avez des outils digitaux. Je pense à des outils, encore une fois sans faire de pub, mais à Pongo, qui sont des outils pas que de fidélisation. En fait, vous cumulez des points en fait avec un code de client. Par contre, après, en fait, on peut permettre d'utiliser toutes les données en fait de ces clients-là. C'est dur de récupérer un client, mais du coup, une fois que vous avez ces données, il faut aussi savoir les exploiter. Et voilà, donc à chaque fois qu'un client vient, il faudrait que vous ayez la réflexion de savoir comment il va revenir. Et c'est dur, hein. Mohamed, tu sais très bien. Ouais. Et du coup, voilà, il y a plusieurs outils. Voilà, nous, on travaille avec une société qui s'appelle Pongo, avec laquelle on a intégré, et on a des retours. Voilà, quelqu'un qui vient souvent chez vous, c'est dur de ne pas le récompenser, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... la personne qui s'occupe de la caisse, elle se rappelle pas, elle n'était pas là hier, donc elle se rappelle pas elle sait pas qui sont les clients fidèles. Et donc du coup, les outils digitaux aujourd'hui vous permettent de se rappeler à votre place qui c'est qui vient et comment vous pouvez les récompenser.
Et je peux réagir, Mahmoud. Pongo, c'est une solution qui peut se greffer entre guillemets à ta borne, si je comprends bien, où le client renseigne juste son numéro de téléphone et il a besoin c'est ça, il me semble que c'est cette solution. Exactement. Tu mets ton numéro de téléphone, on te rappelle de toi, et en fait, au fur et à mesure de ton parcours, on te rappelle le nombre de points ou le nombre d'argent, entre guillemets, que tu as cagnoté. Et donc, du coup, tu peux le déclencher automatiquement. Ouais, parce que j'ai entendu parler de cette solution, d'ailleurs, je la trouve intéressante, et nous, peut-être qu'on la testera, peut-être à la rentrée ou cet été si on peut. Mais ça nécessite pas l'achat d'un nouveau matériel, en gros. Et en gros, c'est de trouver une solution pour récupérer, entre guillemets, l'identité de ses clients, c'est ça, hein. Enfin, si je comprends bien. La data, les coordonnées de vos clients, en fait, qui vient chez vous, une fois que vous avez eu ce contact, une adresse mail, un numéro de téléphone, il faut le valoriser. Simple, ouais, très simple. Voilà, et la troisième chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est du coup, effectivement, les bornes, c'est une chose, mais il y a plein d'autres outils qui se mettent en place. Effectivement, je pense qu'il y a déjà eu un webinaire dessus, mais l'explosion du click and collect aujourd'hui, qui n'était pas forcément, qui se portait pas super bien peut-être avant le Covid, mais qui aujourd'hui devient indispensable pour les restaurants. Ça restera toujours des chiffres à la marge, mais aujourd'hui, il faut équiper votre restaurant de click and collect. Il faut donner la possibilité à vos clients de venir chercher la commande avant, de ne pas croiser le minimum de personnes. C'est des demandes, en fait. Les clients, ils veulent moins croiser de personnes pour toutes les normes sanitaires qu'on connaît. Il faut évidemment aussi, alors, les acteurs de livraison, moi j'ai fait 5 ans dans la livraison, donc j'y crois particulièrement, mais du coup il faut discuter avec les agrégateurs de livraison pour augmenter votre visibilité. Si vous ne faites pas beaucoup de commandes, au moins vous gagnez en visibilité. C'est tellement la guerre aujourd'hui que du coup, en fait, il faut au moins discuter avec certains agrégateurs pour pouvoir multiplier vos chances de prendre de commandes. Il y a une petite question de Jeannette. Est-ce que le menu tactile collecte des données sur le client également? Eh bien, ça dépend. Bonne question. Du coup, on est intégré avec plusieurs solutions de fidélité. Si vous travaillez avec cette solution de fidélité, oui, on sera capable de récupérer les données. Donc, je parlais de Pongo, mais du coup, Mohamed travaille avec une solution qui s'appelle Zeldi, qui est une solution d'encaissement, qui propose aussi son propre système de fidélité avec lequel on est intégré. Et effectivement, là aussi, vous pourrez récupérer les données. En fait, il y a beaucoup de choix aujourd'hui et toutes les solutions. On va pas dire qu'il y en a certaines qui sont mieux que d'autres. Ce qui est important, c'est d'être sûr que les solutions peuvent communiquer entre elles. Un système de fil qui peut être connecté à la caisse et vice versa, et la caisse qui puisse être connectée à la borne. Après, ce qui est intéressant, c'est de choisir une solution où vraiment, comment dire, la société l'a créée de manière on va dire identifiée, où ils vont faire que de la feed ou que de la caisse ou que de la borne, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, chacun veut développer sa propre, son propre cœur de métier. Mais souvent, les solutions où il y a tout, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, il faudrait que les solutions se connectent entre elles. Pardon. Adesso, Mamoun, tu es connecté à d'autres systèmes de caisse. Nous, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un avec lequel on travaille Pour ça, Mohamed. Et on n'a pas besoin de retaper en caisse, quoi. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Effectivement, si vous avez un outil qui se connecte à plein d'autres, si vous avez un logiciel de caisse qui a un écosystème autour d'API avec plein de petites choses que vous pouvez intégrer dans votre caisse. Aujourd'hui, les caisses modernes, les 4-5 caisses modernes qui elles le font très bien et elles vous permettent un choix des possibles qui est bien supérieur à ce que votre caisse enregistreuse des années 2000 pouvait faire. Yes, top. Merci pour toutes ces précisions-là. On va passer aux questions. Juste avant les questions, je voulais juste introduire Cash is King pour ceux qui ne connaissent pas. Cash is King, en fait, c'est une communauté qu'on a mis en place côté Agicap sur Slack, donc c'est gratuit. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté d'entrepreneurs, de restaurateurs, de dirigeants qui sont finalement tous sur ce Slack d'échange, d'entraide pour finalement partager les bons plans, partager les problématiques, toute cette intelligence collective en fait qui va permettre
vous orienter chacun, parce que finalement, il y a toujours quelqu'un qui va avoir les mêmes problématiques que vous ailleurs. Donc voilà, je vous invite à rejoindre Cash is King, c'est gratuit et vous pouvez échanger avec d'autres personnes sur certains sujets ou les sujets qu'on a pu évoquer à l'instant. Donc voilà, on va passer aux questions. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur Agicap, parce il y a pas mal d'utilisateurs d'Agicap là, donc que ce soit côté Tabesto, côté Tacos Avenue, je vois aussi Jean-Marie Cavalier côté Pizza Hut. Enfin bref, on est beaucoup aujourd'hui à utiliser Agicap. Idem côté Tabesto, je pense que c'est l'occasion aussi de sonder des retours à ce niveau-là. Alors, donc première question de Jean-Marie, comment améliorer sa rentabilité quand le poids des charges fixes est devenu trop important à cause de la baisse du CA? Alors ça, c'est une vraie question. Déjà, alors premier point, je pense que d'un point de vue trésorerie, déjà, c'est qu'il a été identifié, que finalement le souci vient des charges fixes trop lourdes. Donc de mon côté, moi, j'aurais tendance à dire identifier vraiment les gros points, voir si ces charges fixes sont modifiables. Est-ce qu'on peut les négocier? Est-ce qu'on peut aller couper un peu dedans? Est-ce qu'on peut décaler les paiements pour revenir, pour attendre que l'activité se restabilise? Voilà. En tout cas, côté Agicap, clairement, moi je vois cette analyse-là. Peut-être Mahmoud ou Mohamed, vous avez une idée là-dessus? Oui. C'est une question avec ce qui n'a pas de réponse et qui en a plein. Hein. Est-ce que ta charge première, c'est tes salariés? C'est ce que je pense, Jean-Marie. Est-ce qu'il n'y a pas d'optimisation à faire là-dedans? Ça, c'est toi seul qui sait. Mais effectivement, comme dit Frédéric, soit décaler des choses ou effectivement couper dans ce qui te coûte le plus cher, qui pourrait être tes salariés. Ouais, moi, par rapport à ça, je pense que salaire est fou, c'est du variable. Oui, moi, je pense qu'il faut déjà être très proche des réalités au niveau du coût matière, être sûr que si les fiches techniques, si le coût matière dans la pizza, c'est peut-être, je sais pas, 25, il faut être vers 27-28 et pas vers 30. Donc, essayer d'avoir le meilleur coût matière possible. Et au niveau des salaires, c'est essayer de gagner en productivité, justement en utilisant peut-être des outils digitaux, donc simplifiant la prise de commande pour gagner du temps et gagner en productivité derrière en essayant de semi-automatiser un peu certains, certains domaines de la restauration. Ce qui est important aussi, c'est de négocier auprès de son bailleur. On le dit souvent, hein, écoutez, moi je fais tant de chiffres, c'est toujours par partie, mon chiffre d'affaires est toujours en baisse. Plutôt que de me casser, entre guillemets, la gueule, je préférerais négocier avec vous peut-être le loyer sur une année, pour pas dire revoir tout le bail entier, mais est-ce que vous pouvez me faire une remise sur une année avec un décaissement? Les charges fixes, il y a de quoi pouvoir négocier. Et après, c'est la productivité. On le sait, malheureusement, ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, c'est le coût salarial, parce que la matière première, vous l'achetez pour la transformer et la revendre. Donc, logiquement, c'est pas. Si vous êtes proche du coût matière théorique, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, parce que si vous ne vendez pas, ça ne vous coûte rien. Mais les salaires, il faut vraiment gérer la productivité et essayer de la prévisionner. Donc, il y a des outils vachement intéressants digitaux, type, pour pas les citer, hein, mais nous, on a une solution qui s'appelle Snapshift et on peut essayer de prévoir le chiffre d'affaires qu'on va réaliser, entre guillemets, chaque semaine ou chaque jour, le modifier. Si je suis la tendance pour être sûr qu'en termes de salaire, on se mette pas dedans. De rien, Jean-Louis. Yes, complètement. Et du coup, je pense à rajouter aussi quelque chose de rentabilité. Là, on parle aussi beaucoup d'optimisation des coûts. J'allais parler de Scalo aussi, qui sont des partenaires. Et, enfin, je pense que là, on se connaît tous très bien. Il faut bien, si vous ne connaissez pas avant de prendre Snapshift, mais on reste avec Snapshift pour l'instant. On va essayer d'être fidèle. Pardon. Et voilà, du coup, on est très orienté là sur l'optimisation des charges fixes. Bon, la baisse du chiffre d'affaires, on est d'accord, elle est issue aussi d'une tendance assez globale sur le marché. Mais je pense que voilà, cette baisse du CA, on peut essayer de la limiter aussi, voire peut-être inverser la tendance. Je ne sais pas si on est capable de faire ça à petite échelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qu'on citait même
côté Tabesto tout à l'heure, il y a pas mal de choses à mettre en place, que ce soit dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup de leviers à actionner, réseaux sociaux. L'utilisation en salle de quelques petites méthodes qui vont finalement réduire le temps d'attente, éviter l'effet accordéon comme on a pu avoir, etc. Peut-être aller optimiser, en fait, aller chercher dans l'organisation sur place, aller pousser un petit peu la communication, même si c'est un investissement qui normalement a des retombées dans un deuxième temps. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi aller creuser sur l'optimisation et de limiter cette baisse du CA, finalement en se retournant un petit peu côté marketing, côté com et côté optimisation du process sur place. Frédéric, je crois qu'il y a une question pour toi. Alors Jean-Marie, c'est pas du tout moi qui gère ça. Donc non, tu as raison, tu utilises tous les leviers qu'on te suggère d'utiliser. Donc vraiment, je peux pas te dire, c'est pas du tout moi qui gère ça. Donc je te laisse voir avec ton account manager chez nous. Voilà, mais dans tous les cas, vraiment, aller essayer d'optimiser le chiffre d'affaires, pas se laisser abattre par une baisse de chiffre d'affaires qui est peut-être que temporaire, hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Et essayer derrière de remonter la pente doucement avec des leviers qui sont quand même très très nombreux là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, si vous êtes aussi un peu dans une situation similaire à Jean-Marie, voilà, essayez de voir, en tout cas, si jamais on voit ensemble des points qui peuvent débloquer la situation. Après aussi, c'est vrai que quand le chiffre d'affaires baisse, bon, forcément, on essaie d'optimiser au maximum ses dépenses et ses frais. À un moment donné, on peut plus faire grand-chose. Il faut essayer aussi d'augmenter le chiffre d'affaires, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la communication. Essayez de voir aussi ce que je vous conseille, c'est les horaires d'ouverture. Par rapport au Covid, il y a beaucoup de sites qui ont préféré se concentrer sur les périodes de rush et fermer l'après-midi et ne restent pas ouverts très tard le soir. C'est vrai que parfois, il y a très peu de restaurants qui sont ouverts l'après-midi ou le soir un peu plus tard que la moyenne. Donc ça, c'est vachement important d'essayer de gérer aussi ces amplitudes horaires. Et la livraison à domicile, on en parle beaucoup aussi. Peut-être essayer de travailler avec plusieurs partenaires, hein, et pas forcément qu'un ou que deux. On peut, voilà. Enfin, moi, je pense que nous les prestataires de livraison, on travaille avec les trois leaders, on va dire, et ça se passe super bien. Et parfois, on peut se dire, lui, il fait plus de chiffres que l'autre, donc je vais travailler qu'avec lui. Ou certains peuvent se dire, lui, je savais même pas qu'il était dans la ville alors qu'il y était. Les prestataires de livraison, je pense que c'est vachement important de travailler avec les trois prestataires qui sont les plus connus et essayer aussi de gérer un peu votre marge par rapport aux prestataires parce qu'il y a quand même des frais de livraison et c'est normal, hein, mais essayer de maîtriser un peu les coûts de revient totaux pour la livraison à domicile. Et aussi travailler avec ces prestataires avec peut-être des marques virtuelles. Je ne sais pas si vous faites partie d'une chaîne, si vous avez le droit de le faire, mais si vous faites partie d'une chaîne ou si vous êtes commerçant indépendant, n'hésitez pas à créer des marques virtuelles sur peut-être un autre produit ou une autre carte, par exemple, qui n'a rien à voir avec votre produit actuel ou avec votre marque. Et ça peut plutôt bien fonctionner. C'est un peu la nouvelle mode. Enfin, je pense que Mamoun, tu dois être au courant, mais c'est très rare de l'entendre, mais ça peut aussi vous augmenter votre chiffre d'affaires, par exemple. C'est sûr. Surtout aussi que si vous recréez une marque en prenant des bases de produits similaires, vous gagnez un peu du temps et effectivement de l'énergie dans les opérations. Et moi, sur les 52 deliveries que j'ai fait, c'est qu'une bonne idée en fait. C'est qu'une bonne idée à faire. Si vous y réfléchissez et que vous hésitez à le faire, il faut le faire aujourd'hui. Il faut multiplier vos marques. Aujourd'hui, la guerre si vous êtes à Paris aujourd'hui, si vous vous connectez dans n'importe quel arrondissement de Paris, vous avez quelque chose comme 500 restaurants qui sont à votre disponibilité. C'est énorme en fait. Donc du coup, si vous voulez vous doubler votre offre avec des produits similaires, Mohamed l'a très bien fait, mais du coup, il y a beaucoup de marques qui le font. Je passe à Sushi Shop qui a fait ses Pokéballs.
Mohamed qui fait la poutine. Donc, du coup, n'hésitez pas à le faire si vous avez une idée qui germe comme ça. Je vous garantis que en tout cas, si vous voulez mettre la bonne énergie avec les opérations facilitées, c'est une bonne idée. Ouais. On a une question de Quentin qui dit: que pensez-vous du futur de la cuisine virtuelle? Les dark kitchen, c'est-à-dire J'imagine qu'on parle de ça. les dark kitchen, Mamoun, je te laisse répondre, je pense que tu connais bien. Hein. Enfin, moi, En fait, les Dark Kitchen, l'initiation de Dark Kitchen, c'est il y a 4 ans maintenant, Deliveroo qui a créé ça avec le Deliveroo Edition. Et donc, du coup, c'est l'achat de, on va dire de coques de restaurants. Et donc, du coup, les restaurateurs partenaires de Deliveroo venaient utiliser ces coques vides et mettre leur matériel. Et donc, du coup, Deliveroo pourrait prendre une plus grosse commission et proposer par contre un énorme au même endroit et pour une livraison vachement optimisée puisque tout est au même endroit et il y a une armée de livreurs devant les dark kitchen. Et donc ça c'était donc de 2016, donc c'était franchement une idée incroyable. Ça c'est sur le papier, sur la théorie. Après dans la pratique, il y a pas mal d'inconvénients qui se sont révélés de plus en plus compliqués pour les restaurateurs qui bossaient là-bas. Et je pense que voilà, l'activité d'édition est quasiment arrêtée maintenant. Par contre, en même temps, il y a plusieurs sociétés qui ont lancé leur propre société de Dark Kitchen. Je pense à une société comme Taster qui a créé plusieurs marques à Paris, qui est très puissante, qui fait beaucoup de commandes et tout au même endroit. Et puis il y a d'autres sociétés et donc eux ils ont eu l'idée de s'étendre dans plusieurs pays. Et puis il y a d'autres sociétés qui se sont lancées, qui ont levé des fonds, c'est un peu plus compliqué. On sait du coup qu'il y a eu quelques fermetures administratives. Donc la Dark Kitchen, moi j'y crois beaucoup. Par contre, il faut hyper bien la faire, parce qu'en fait, Dark Kitchen, c'est pas juste je me mets je me mets dans un box et je fais mes plats et du coup les agrégateurs de livraison vont m'apporter du business. C'est plus compliqué que ça. En fait, il faut recréer des marques. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. En fait, vous créez une marque dans une cuisine, il faut la refaire sur les réseaux en fait, pour du coup voilà, vous faire connaître, etc. Même si les clients viennent pas dans le restaurant, il faut créer une marque virtuelle où on peut commander direct et éviter la dépendance avec tous les agrégateurs. Donc, la marque virtuelle, c'est oui. Par contre, faut bien la faire. Il faut au moins créer 2-3 mois pour que ça soit vraiment scalable. Mais voilà. Il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent le Dark Kitchen. Ouais, surtout, vous limitez aussi le fait de pouvoir faire de l'emporter et du surplace. Après, ce qui se fait bien aussi aujourd'hui, c'est que la plupart on va dire des restaurateurs se dirigent plus sur des surfaces beaucoup plus petites où ils vont avoir besoin d'avoir. Enfin, ils recherchent plus beaucoup de places assises en fait. Ils préfèrent limiter leur nombre de places assises et avoir un restaurant peut-être 2 fois moins grand qui coûte 2 fois moins cher en termes de travaux et qui se concentre beaucoup plus sur de l'emporter ou du delivery. Parce que pour vous donner des stats, le delivery, nous dans notre réseau, c'est à peu près un peu plus de 40% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'un client sur 2 consomme via un prestataire de livraison. Ça a légèrement augmenté par rapport au Covid. Au Covid, on faisait que de ça. Heureusement qu'on était partenaire des prestataires de livraison avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages il y a 2 ans. Ah, maintenant, je ne vais pas travailler avec vous. Ça coûte 30%, ça coûte 28%. Ça en vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut penser, les personnes à qui il faut penser, c'est vos clients. Le client qui est chez lui, qui veut se faire livrer, ou alors qui arrive dans votre restaurant, qui veut commander sur une borne, par exemple, ou une tablette qui coûte 5 fois moins cher qu'une borne, parce qu'il y a aussi le coût, faut faire attention au coût, c'est les clients. Et c'est vrai que nous, nos clients se sont transformés en clients sur du delivery, mais si on reste sérieux et on reste professionnel, on ne les perdra pas. Qui commande via un prestataire livraison ou via une borne de commande ou par téléphone, on ne perd pas le client. Et il faut toujours penser au client et lui apporter un service assez premium. Yes. Écoute, merci beaucoup. Je vois que le temps passe là, on est un petit peu en dehors des clous là, on a visé plus large. Voilà, merci pour ces précisions en tout cas.
Voilà, bon, bah, parfait, Rodolphe. Je ne savais pas si c'était une question ou pas. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci à tous pour toutes vos questions. Merci, du coup, Mamoun. Merci, Mohamed, pour toutes vos précisions. Bien entendu, on reste tous disponibles, que ce soit côté Agicap, côté Tabesto ou même Mohamed, pour répondre à des questions. Si jamais vous avez quoi que ce soit, on est tous joignables. Voilà, merci en tout cas pour votre intervention à tous les deux, et puis merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Allez, bonne fin de journée à tous. Au revoir.